Voilà comment ça sort. Ouais. Moi, ma question, c'est de savoir pourquoi Zelensky a attendu si tant avant de finir négocier, avant d'accepter cette histoire de paix. 3 ans. Les Ukrainiens sont morts pendant 3 ans. Les Ukrainiens ont vécu dans la misère pendant 3 ans. Les Ukrainiens ont vécu sur les bombes, sur les mitraillettes, sur les quoi que ce soit de l'armée russe. Et aujourd'hui, tu viens t'asseoir pour négocier. Mais je dis, il y avait Biden quand cette guerre commençait. OK. Mais je me pose la question. Étant donné que tu es un président, tu dois prévoir l'avenir, vivre le présent et prévenir et prévoir l'avenir. Parce que, voyant très bien qu'un président n'est jamais éternel au pouvoir, surtout en Amérique, on peut faire le putsch et à la suite de ça, le mandat de Biden était à sa fin. Tu savais très bien. Parce qu'il restait 1 an, je crois. Hein. Non, il restait 2 ans. Oui, il restait 2 ans. Tu comprends? Il restait 2 ans, pas 2 ans et demi, un truc comme ça. Mais si toi, tu te mets à engager un combat, une lutte pareille, parce que c'est pas un os, je peux dire, parlons en terre à terre, un fléqué. C'est pas un fléqué que tu as devant toi. C'est pas un fléqué que tu as devant toi. Tu as la grande Russie, la grande Russie. Et puis, tu ne peux pas te permettre de faire des erreurs de calcul. Tu ne peux pas. Ça, c'est inadmissible. Tu ne peux pas te permettre de faire des erreurs de calcul. Et ça, c'est pas possible. Tu comprends? Bon, comment je dis, quelqu'un comme toi, tu as la tête d'un pays. Tu prends une décision de lutter. Tu veux lutter avec un grand. Mais est-ce que tes alliés sont soudés, comme ça se dit chez nous, frère? Est-ce que tes alliés sont soudés? Mais un proverbe qui dit, quand le magouilla veut porter son pantalon, il sait où il va mettre sa queue, parce que c'est sa troisième jambe. Donc, quelque part, quand tu as engagé cette guerre, tu savais très bien que ça n'allait pas durer seulement 1 an, ni 2 ans, ou même 3 ans. Parce que si aujourd'hui, tu n'as pas accepté ce cessez-le-feu, la Russie allait continuer à te bombarder jusqu'à ce que, ouais, ils arrivent à mettre la main sur tout le territoire ukrainien. Mais ce que tu oublies, que tu n'as jamais fait quand tu n'as jamais eu à penser, c'est que le combat se passait en Ukraine. C'est pas sur nos territoires, c'est sur le territoire ukrainien. Donc, du moment où cela se passe sur le territoire ukrainien, il y a un problème. Il y a un problème. Le problème, c'est que votre, comment je peux dire, votre poids de, comment je peux appeler ça?
Vous ne pouvez pas vous mesurer sur le même parce que qu'est-ce qui va se passer? Comme je peux expliquer au moins, qu'est-ce qui va se passer? Du moment où tout se passe sur votre territoire, donc les dégâts seront seulement de ton côté. La Russie n'aura pas de problème. Parce que vous ne pouvez pas quitter votre territoire, arriver dans le territoire russe. Parce que tout se passe là-bas. Donc, quel temps vous avez pour pouvoir dépasser cette ligne de combat pour pouvoir arriver sur le territoire russe? C'est vrai, avec les drones qu'on sort. Mais vous pensez que par la Russie dort? Vous laissez les drones s'approcher. C'est pas possible. Les drones ne vont pas pouvoir s'approcher de la Russie. Moi, quand les Américains ont commencé à envoyer des avions de guerre, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Russie a dit, ces avions ne vont pas démarrer. Effectivement, quand ils ont commencé, on les a fait descendre. À peine ils se sont levés, on les a fait descendre. Ils ne sont pas arrivés même sur le territoire de l'Ukraine pour pouvoir faire quoi que ce soit parce qu'ils ne peuvent pas rester dans d'autres territoires pour pouvoir mener la guerre. Ce n'est pas possible. Parce que c'est une attaque contre la Russie, c'est-à-dire les États-Unis contre la Russie. Si même ce n'était pas réellement dit. Ah, Zelensky, tu es un enfant devant Poutine. Tu es un enfant devant Poutine. Parce que ce que tu oublies, c'est que c'est pas aujourd'hui M. Poutine fait la guerre. C'est pas aujourd'hui M. Poutine fait la politique. C'est pas aujourd'hui M. Poutine fait des négociations. Et c'est un monsieur de parole. Voilà. Ça, il faut te mettre dans la tête. C'est un monsieur de parole. Quand il dit, c'est qu'il va le faire. Et il t'a prévenu. Depuis 2014, si je me rappelle bien de la date, depuis 2014, à une conférence, il a dit, il ne veut pas voir l'OTAN aux environs de son territoire. Aux environs de son territoire. Toi, l'Ukraine, tu es aux environs du territoire parce que tu fais frontière à la Russie. Comme on le dit, il y a des Ukrainiens qui ont des parents en Russie et il y a des Russes qui ont des parents en Ukraine. Et les liens de parenté entre la Russie et l'Ukraine, elle est tellement forte que c'est comme un même pays. Tu oublies que tu es plus proche de choses, de Biélorussie, comment on appelle ça? La Biélorussie. C'est ça, hein, Biélorussie, je crois. Tu es plus proche d'eux. Si c'est vrai au témoin, je ferai l'effort de rentrer dans la Biélorussie au lieu de chercher à rentrer dans l'OTAN. Parce que ce groupe est plus fort que l'OTAN. Ce groupe Biélorussie est plus fort que l'OTAN. Moi, je crois que j'ai assez parlé, mais tout ce que je viens de dire, pour mieux comprendre, il va falloir regarder cette vidéo. Et puis, les avis de ces co-débatteurs sur ce plateau vont vous détailler un peu plus d'autres choses. Mais à mon avis, je me cœur de dire que monsieur Zelensky a vraiment mal fait de continuer la guerre. Quand il a eu les premiers bombardements, il aurait dû penser à un instant que ce n'était pas vraiment une bonne idée de rentrer dans l'OTAN et qu'il devait arrêter. Bien vrai qu'il a eu des supports par-ci, par-là, mais ça n'a amené nulle part. Des gens sont morts. Des gens sont morts par rapport à quoi? Par rapport à venir à dire réglons le problème à l'amiable. Après que tu as pris milliers de dettes,
et qu'ils vont piller ton sous-sol. Mais qu'est-ce que tu crois? Que tout cet argent qu'ils t'ont donné, c'est gratuit? les, les Américains, Trump a dit, hein, moi, je veux une partie de tes matières, de tes terres rares, et je continue de t'aider. Ils vont faire quoi? Ils vont prendre une bonne partie de tes terres rares, ils vont bien exploiter ça, et ils vont te donner des miettes. Ils vont reconstruire l'Ukraine, mais à quel prix? À quel prix? Vraiment, vraiment. Tu es piqué des présidents africains. Tu es piqué des présidents africains. Zelensky, tu es piqué un président africain. Parce que nous bouillons là en Afrique, là, ils font des bêtises. Mais pour toi, là, c'est exagéré. C'est exagéré. À dire la vérité, c'est exagéré. Bon, je l'ai dit, je vais le faire. Je vais faire écouter la vidéo. Voir la vidéo, je vais dire. Voir la vidéo. Et on va poursuivre. Nous comprenons l'appel du président Trump pour que ces soldats soient traités avec des considérations humaines. À cet égard, je souligne que s'ils déposent les armes et se rendent, on leur garantira la vie et un traitement digne, conformément aux normes du droit international et aux lois de la Fédération de Russie. Sylvie Berman, là, nous avons besoin de vos lumières. Donc effectivement, parce que là, c'est du langage très diplomatique de la part de Vladimir Poutine qui veut dire quelque chose, c'est-à-dire il ne pouvait pas ne pas répondre à la demande de Donald Trump, mais en même temps, comme il n'a pas encore vu ni parlé à Donald Trump, il ne dit pas grand-chose. Donc là, précisément, sur le fait qu'il faut traiter dignement les soldats ukrainiens et surtout faire en sorte qu'ils rendent les armes. Parce que c'est complètement, ça va à l'encontre de cette citation de Donald Trump que je vous ai lue au début. Et les Ukrainiens d'ailleurs se sont récriés. Donald Trump qui disait oui, les Ukrainiens sont encerclés. Effectivement, c'est un massacre. Il faut arrêter le massacre. Oui, en même temps, Trump avait dit déjà il y a quelques jours qu'on serait surpris par la générosité de Vladimir Poutine. Alors, il ne parlait pas de Koursk en particulier, mais c'est peut-être... Attendez, ils se comprennent à demi-mot, d'après ce que vous êtes en train de me dire, là. C'est fou, ça. C'est probablement à ça qu'il faisait allusion, parce que ça a été discuté probablement depuis longtemps. C'est un gage de bonne volonté des Américains de leur permettre de reconquérir Koursk. Et puis, en même temps, Poutine, qui a traité tous ces gens de terroristes, fait preuve effectivement de magnanimité en parlant d'attitude humanitaire. Mais ce que ça montre à ce stade, c'est que c'est un rôle joué essentiellement par les Américains. De toute façon, c'est à l'avantage de Vladimir Poutine parce qu'il voulait ce départ. Et maintenant, il faudrait savoir ce que Trump a obtenu en contrepartie de cela. Voilà. On est dans cette attente, absolument. Xavier Titelman, si vraiment les Ukrainiens voulaient tenir bon, coûte que coûte, à Koursk, combien de temps est-ce qu'ils tiendraient à ce rythme-là? C'est-à-dire avec les efforts qui ont été redoublés par les Russes et avec le fait qu'en effet, là, on est devant une négociation qui va quand même falloir, anticiper un peu. Là, il n'y a plus rien à tenir. La vraie place forte, c'est Soudja. La ville de Soudja, elle avait été barricadée, préparée, avec des embuscades possibles, avec des trucs enterrés. Mais elle est prise, là, par les Russes. On leur a demandé de partir sans la défendre. Donc maintenant qu'il y a Donc en fait, ce que vous dites, Xavier, parce que je sais que tout le monde nous comprenne, celles et ceux qui nous regardent, vous pensez que les Russes n'ont pas pris cette ville de Soudja, mais que les Ukrainiens les ont laissés la prendre. C'est ce que vous pensez? Ils ont reculé, on leur a donné l'ordre de reculer, on leur a même... Voilà je peux dire un Européen qui parle au nom des Européens, parce que les Européens ont toujours pensé que l'Ukraine pouvait tenir tête à la Russie. C'est que ça, c'est une erreur que l'Europe pense toujours. Moi, je dis, vous pensez que telle que la Russie est, l'Ukraine, si même vous vous mettez ensemble avec l'Ukraine, vous pouvez vaincre la Russie. Parce que la Russie, c'est vrai, si vous mettez ensemble que vous bombardez la Russie, c'est pas que la Russie va rester les bras croisés. La Russie détient une bombe atomique. La Russie a des alliés. Et ces alliés-là sont des alliés puissants.
Rien. La Chine, l'Inde, la Corée, encore d'autres raisons. Et vous pensez que si vous bombardez la Russie, vous allez pouvoir tenir? Comme on le disait toujours, c'est une troisième guerre mondiale vous êtes en train de mener. Toi, tu dis que c'est sur l'ordre de Trump que ces Ukrainiens ont reculé et que la Russie ne tenait pas, n'avait pas prise sur ces Ukrainiens à un course. Mais est-ce que tu as été sur le terrain pour voir ce qu'il y avait? Si Poutine dit, ces gens-là, s'ils arrivent à se rendre à se désarmer, il va les traiter humainement. Mais s'ils continuent de combattre, ce qui va suivre va suivre. Et c'est ce qu'il a dit. C'est pourquoi la dame a posé la question de savoir qu'est-ce qu'il veut dire par là. Qu'est-ce qu'il veut dire par là. Tu vois? Donc, moi je dis, arrêtez de croire que l'Ukraine peut tenir tête à la Russie. Arrêtez. Parce que c'est impensable. 3 ans, qu'est-ce que vous avez pu faire? La Russie ne fonçait pas trop parce que la Russie a toujours dit il y a des Russes dans l'Ukraine. Voilà pourquoi la Russie va tout doucement. Sinon, vous pensez qu'en un clin d'œil, la Russie pouvait faire tout ce qu'elle veut. Elle pourrait détruire complètement l'Ukraine. Mais détruisant l'Ukraine, c'est qu'on détruit encore des vies humaines qu'elle ne veut pas atteindre. Voilà ce qui s'est passé. Voilà pourquoi la Russie en est tout doucement. Demandez, informez-vous, vous allez comprendre pourquoi la Russie se comportait ainsi. Oui, mais pourquoi leur a-t-on donné l'ordre de reculer? Trump exige que cette zone soit libérée pour pouvoir commencer à accepter le cessez-le-feu. Mais si on vous sait, ça veut dire que mécaniquement, à partir de maintenant, on va se retirer de l'ensemble de Kursk. Il n'y a plus une seule localité qu'on va garder. Si on gardait Souja, que c'était la seule intéressante. Je suis convaincu que d'ici 48 heures, la poche de Kursk n'existe plus. Je suis sûr qu'ils vont l'abandonner et sans combattre, puisqu'ils reculent plus vite que ce que les Russes avancent. Michel Goya, vous êtes d'accord donc là-dessus militairement ou vous mettez des nuances? Oui, vous voyez la carte, les taches bleues là, c'est rien. Hein, oui, mais moi ce que j'aimerais que vous nous disiez, c'est est-ce que c'est la volonté, c'est-à-dire les Ukrainiens qui obéissent aux ordres de leur état-major pour plaire à Donald Trump, ou est-ce que c'est militairement parlant parce qu'ils n'étaient pas capables de résister à l'offensive des Russes? Effectivement, elle pose une très belle question. Et c'est ce que je disais dès le départ. Parce que, est-ce que c'est des autres des Américains ou c'est par rapport au cessez-le-feu immédiat qui fait qu'eux, ils sont en train de reculer aussi vite. Mais on dit reculer. À peine on dit reculer, les gars ont déjà vidé le coin. Alors, c'est par rapport à quoi? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les Russes et les Ukrainiens ne tenaient pas sur le terrain de bataille. Les Russes et les Ukrainiens ne tenaient pas. Donc, s'ils ne tenaient pas, du moment où on dit arrêtez là, il faut se chercher. Ça, je pense qu'on aimerait savoir. La vitesse, effectivement, de ce repli est assez troublant, quoi. Alors qu'on est quand même globalement sur des batailles qui sont extraordinairement lentes jusqu'à présent. Là, on a d'un seul coup une décision qui est prise très vite. Alors, encore une fois, hein, les Russes peuvent manœuvrer, ils ont le droit de manœuvrer relativement brillamment, mais c'est troublant. Alors moi, j'ai pas d'éléments particuliers pouvant dire que c'était un repli organisé et imposé par les États-Unis en préalable. C'est bien ce que je pensais, que vous alliez nous dire ça. Voilà. Vous n'avez pas d'éléments. Mais vous soulignez quand même. Attends, on va laisser terminer Michel. Non, voilà, donc j'ai pas d'éléments pour l'affirmer, effectivement. Juste un ordre de grandeur, les Russes progressent chaque jour autant que dans chacun des mois précédents. Ils avancent 30 fois plus vite depuis une semaine. C'est pas parce que les Ukrainiens savent plus se battre d'un coup. Les Ukrainiens aujourd'hui, ils avancent vers Toretsk, vers Chassivyar, vers Pokrovsk. Mais celui qui regarde cette vidéo peut comprendre quelque chose. Lui, il dit très bien les Russes avancent très rapidement.
Et du moment où, auparavant, il avait dit non, que c'est parce que les États-Unis ont dit de reculer, de quitter les territoires. Voilà pourquoi ils ont quitté. Mais quand tu regardes la carte, la partie rouge, c'est écrit ici, avancée russe. Mais on voit très bien qu'elle est plus large que l'avancée ukrainienne qui est une tache, on peut dire une tache sur la carte. Sinon, qu'est-ce qu'elle a pu faire? Quand on voit la partie revendiquée par la Russie, la partie jaune, vous voyez, c'est la partie jaune là. Donc, l'Ukraine actuellement là, c'est ça là, c'est à cause de cette partie jaune là, c'est à cause de ça, aujourd'hui ils ont tué plein d'Ukrainiens. Parce que l'OTAN voulait se mettre dans cette partie là. Vous voyez? Parce que c'est dit, hein. Celui qui dit, on comprend, on dit avancée revendiquée par la Russie, par les Russes. Vous voyez? Donc, tu fais frontière à une Russie, une grande Russie comme celle-là. Et tu penses que tu peux pouvoir vaincre une Russie qui a des alliés puissants, qui toi-même, tu le sais, on n'a pas besoin de te le dire, et tu veux te mesurer avec telle personne. Vraiment, on continue. Bye. Donc Ce là, sont c'est un choix des décisions ukrainien. politiques. Exactement, c'est pas Donc, militaire. Les Russes ne chassent pas les Ukrainiens obéissent à ce que leur demande Donald Trump, et les Russes en profitent pour récupérer effectivement leurs terres. Et mettre en scène une victoire. Voilà, exactement. Qui n'est pas une victoire militaire. En réalité, ils offrent une victoire à Vladimir moi, Poutine. Je ne peux pas laisser passer ça là. Comment? Donc vous pensez que la Russie ne peut pas tenir tête à la Russie ne peut pas vaincre l'Ukraine. Ah, il y a vraiment, il y a quoi? Europe, il y a quoi? Europe, il y a quoi? Mais si la Russie, l'Ukraine pouvait vraiment vaincre la Russie, pourquoi pendant 3 ans, elle a eu des aides par-ci, par-là? Pourquoi elle n'a pas pu vaincre cette bataille-là? Pourquoi elle n'a pas eu des avancées? Pourquoi elle n'a pas pu, comment on appelle ça? Elle n'a pas pu libérer son territoire. Mais, ce que je voulais dire, tout se passe sur le territoire ukrainien. Mais elle n'a pas pu libérer. Hein. Il y a eu plein d'Ukrainiens qui sont morts. Est-ce que vous avez vu les Russes là se plaindre? Les Russes quitter leur territoire pour rentrer ici. Tous ceux qui étaient dans une zone à risque, on les a tous déplacés. Toutes les zones à risque, on les a tous déplacés. Est-ce que vous avez vu un peu? Donc, quelque part, tout ce qui allait se passer, c'est les Ukrainiens qui en ont souffert. Vraiment. Allons-y, sinon la vidéo sera trop longue. Transformé en sorte de grand Stalingrad, là, maintenant on parle de prisonniers, de poches, de trucs, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça Stalingrad, hein. Évidemment 1000 fois plus grand. Bien sûr. Mais on essaie, voilà, on monte la mayonnaise sur cette victoire, et Poutine, il vient sur place oui, on l'avait rarement vu comme ça. Hein. En chef de guerre, etc. Donc c'est dit de montrer, voilà, c'est le triomphe. Alors ce triomphe peut être effectivement le préalable en disant, voilà, ça y est, maintenant on a gagné. Et donc ça peut être effectivement le préalable à quelque chose d'autre. Sauf, général, si c'est en effet une belle manœuvre de la part des Ukrainiens, vous allez voir où je veux en venir, parce qu'en effet, en faisant ça, on se range du côté du plan de Donald Trump, et donc mécaniquement, on évite de se le mettre à dos. Et ça, on a vu que c'était plutôt utile dans cette négociation. Absolument. Moi, est-ce qu'on peut remontrer la carte? Parce que moi, il y a un indice qui nous permettra de répondre, mais dans les prochains jours. Quand vous voyez la carte, vous voyez des taches jaunes, et il y a une tache jaune foncée, puis il y a une tache jaune claire. Et cette tache jaune claire, à côté là, de la tache bleue, c'est finalement des forces russes qui sont entrées en territoire ukrainien. Ce qui va être intéressant de savoir, c'est soit c'est une débandade, une retraite accélérée, peu importe le nom. Et dans ce cas-là, les Ukrainiens sont bousculés. Et dans ce cas-là, les Russes peuvent poursuivre et quelque part avoir ce qu'on appelle un droit de suite, c'est-à-dire continuer à rentrer dans le territoire ukrainien.
soit il s'arrête pile à la frontière. Ça, on va le savoir d'ici 2, 3, 4, 5 jours. C'est ça qui va être l'indice qui va nous permettre, a posteriori, de répondre à votre question. Aujourd'hui, je suis un peu gêné de répondre parce que je suis d'accord avec Michel. Si vous observez la mécanique depuis 3-4 semaines, vous apercevez qu'il y a quand même eu des combats. Il n'y avait qu'une seule route d'approvisionnement. Et quand vous regardez, depuis 3-4 semaines, il y a quand même énormément de véhicules et de blindés ukrainiens qui ont été détruits parce qu'elle était battue des deux côtés par les feux russes. De plus en plus bloquée. Il y avait quand même une pression militaire et des combats qui se sont déroulés sur les 3 ou 4 dernières semaines qui font que cette poche était quand même très fragilisée. Après, je ne suis pas en train de dire que ce que vous racontez, Xavier, est faux. Je dis juste, ces 2-3 derniers jours, c'est une chose. On observe malgré tout une pression qui était réellement militaire, et je le rappelle, qui a été prise il y a 4 semaines. Et c'est ça qui est important, parce que ça nous mène à l'aspect politique et diplomatique. Alors, si l'histoire s'est accélérée ce mardi avec la rencontre américano-ukrainienne à Jeddah, en Arabie Saoudite, qui a abouti justement à ce que les Ukrainiens acceptent une trêve totale, reconductible de 30 jours, eh bien l'histoire se remet à bégayer aujourd'hui avec l'acceptation conditionnelle du président russe Vladimir Poutine. On va essayer de comprendre quelles sont ses exigences. Écoutons Vladimir Poutine sur justement ces nuances. Nous sommes d'accord avec la proposition d'arrêter les hostilités, mais nous considérons que cet arrêt doit être fait de telle sorte qu'il mènerait à une paix durable et qui supprimerait les questions profondes, les causes profondes de cette crise. Et nous sommes en faveur d'un cessez-le-feu, mais il y a des nuances. Alors, Sylvie Perman, est-ce qu'on peut penser que les positions maximalistes des responsables russes seraient, comme le pensent les responsables américains, une façon typique, normale de rentrer dans la négociation pour ensuite obtenir moins? Ou est-ce que ces positions vont rester maximalistes? Qu'est-ce qu'on peut en déduire quand on entend Vladimir Poutine? Alors effectivement, elles sont maximalistes puisqu'ils rappellent en gros toutes ces exigences, c'est-à-dire le règlement des causes de la crise. Voilà, ils répètent toujours cela. Expliquez-nous ce que ça veut dire, les causes. Les causes profondes de la crise, c'est d'abord Volodymyr Zelensky, puisque son objectif au départ était de l'éliminer. Et puis, c'est globalement l'OTAN et les questions de sécurité, la neutralité de l'Ukraine. Il va essayer d'obtenir un... Bon, l'OTAN, l'Ukraine n'a aucune chance de rentrer dans l'OTAN. Ça, Poutine sait que Trump est d'accord avec lui. Absolument. En revanche, ce qui se pose, c'est la question de la sécurité de l'Ukraine. Les garanties. Les garanties et en interne le maintien d'une armée quand même. Parce que lors des négociations qui avaient eu lieu en Turquie, il y avait eu un accord sur une armée réduite à 50 000 hommes. Ce qui n'est plus possible aujourd'hui après toutes les victimes et les menaces qui pèsent sur le pays. Donc il rappelle toutes ces exigences. Maintenant, enfin, il rappelle pour le moment sans le dire vraiment. C'est-à-dire c'est un peu du sang. C'est-à-dire, je pense que tout le monde le comprend. C'est-à-dire, il dit oui. Parce qu'il dit oui, mais plaire à Trump, mais il dit oui, mais. C'est ça. Et évidemment, c'est dans le mais que se trouvent les détails. C'est ça. Et le diable. Voilà. Entourage, d'accord. Est-ce que c'est du oui, mais Est-ce que c'est du oui, mais ou est-ce que c'est pas un peu du non quand même? Parce que à travers ça, c'est pas du oui, mais c'est du peut-être, mais en fait. Il n'y a pas de bonne composition. En fait. Non, c'est peut-être, mais non. Oh. C'est pas totalement non, je pense, parce que s'il y a eu cet accord sur Koursk, ça veut dire quand même qu'ils sont prêts à des négociations. Et je pense que Donald Trump ne lâchera pas là-dessus. Mais est-ce que finalement un oui mais n'est pas un non diplomatique? Vous le savez mieux que personne, Sylvie Berman. Oui, mais... Oui, mais, ah là là. J'étais sûre que vous alliez être prise au piège du oui, mais... Non, mais en fait... C'est confortable, oui, mais... Bien sûr, mais il n'empêche que vous ne fermez pas la porte à la négociation. Donc, il y a encore des possibilités. Et de toute façon, c'était impossible pour Vladimir Poutine de dire un oui franc et massif sur une proposition qui n'est pas seulement une proposition américaine, qui est présentée comme une proposition américano-ukrainienne. Donc c'était impossible diplomatiquement. On est toujours, Olivier Kemm, sur la même volonté de la part de Poutine de rester celui qui dicte le tempo, celui qui dicte les règles, quitte à ce qu'on n'ait vraiment pas grand-chose à faire du fond, mais que juste sur la forme, on apparaisse comme celui qui soit en top. Le fond et la forme, hein. C'est toujours très important, Guillaume Serra. Il a une position forte, Vladimir Poutine. Cela étant, il doit faire attention à ménager Trump.
parce que... Il ne va pas lui déplaire. Ben oui, et surtout, il ne doit pas lui infliger des rebuffades tellement criantes, tellement aveuglantes, que ça mettrait Trump en difficulté, pas tellement sur la scène internationale, parce que ça, Trump, on n'a rien à faire, mais sur la scène politique intérieure. Donc, il doit faire en sorte que finalement, son 8 mai soit considéré, et d'ailleurs je pense que ça a été le sens du tweet de Donald Trump, soit considéré comme une victoire américaine, Trump faiseur de paix, etc., etc. Sachant que, sur le fond, rien n'est réglé, à mon sens. En revanche, sur la scène intérieure, Trump va pouvoir, j'imagine que va pouvoir en tirer profit. En tout cas, écoutons la réaction, bien évidemment, qui est arrivée très rapidement de Volodymyr Zelensky à propos de... Parce que c'est du ping-pong, mesdames et messieurs. On a droit à du ping-pong, bien évidemment. La balle est dans un camp, ensuite elle est dans l'autre camp. Et étant donné que Volodymyr Zelensky n'est plus en face de Donald Trump, où ça s'est très mal passé, eh bien, c'est plus facile de réagir et de donner son impression et de faire réagir par des tweets quand on est chez soi. Et c'est ce que fait Zelensky. Écoutons ce qu'il a dit tout à l'heure à ce propos. Nous avons maintenant tous entendu les propos très prévisibles et très manipulateurs de Poutine en réponse à l'idée d'une trêve sur le front. Il prépare en fait un refus dès maintenant. À Moscou, il formule l'idée d'une trêve avec des conditions préalables de telle sorte que rien ne fonctionnera, ou le moins longtemps possible. Xavier Titelman, rien ne fonctionnera ou le moins longtemps possible. C'est l'expérience qui parle. Oui. Donc, c'est-à-dire, vous, dont je sais que vous prenez le parti de l'Ukraine, mais est-ce que vous êtes donc convaincu que tout ça ne sert à rien, c'est-à-dire que ça ne va pas fonctionner? Je pense que la Russie n'acceptera un vrai cessez-le-feu que sous la contrainte militaire de savoir qu'elle ne peut pas avancer davantage. À chaque fois qu'il y a eu des cessez-le-feu, on regarde Minsk, le lendemain de la signature des entrées des accords de Minsk et du cessez-le-feu, le lendemain, le bataillon Haïdar ukrainien en retrait de la ligne de front, conformément aux accords, a été attaqué par les Russes, par le bataillon néo-nazi russe Rouzitch, pour mettre fin à cessez-le-feu. Et ils ont attaqué la Russie a continué à attaquer jusqu'à prendre l'aéroport de Donetsk. Les Ukrainiens sont habitués à avoir des fausses discussions de la part des Russes et des faux cessez-le-feu qui sont des opportunités pour les Russes pour se regrouper et pour attaquer. Si je comprends bien, aujourd'hui on s'achemine vers un cessez-le-feu à la Minsk, que d'aucuns considèrent comme Minsk 3, mais qui serait quand même garanti, enfin c'est ce qu'espèrent les Européens et évidemment les Ukrainiens, qui serait garanti par des forces, des forces européennes. Pour le moment, ça n'est pas accepté par la Russie. C'est bien pour ça que la Russie ne l'accepte pas. C'est parce qu'elle ne souhaite pas d'un cessez-le-feu, elle ne souhaite pas d'une paix, elle ne souhaite pas s'arrêter sur la frontière actuelle. Elisabeth Shepard-Selam. C'est là où la position européenne est la plus importante, parce que ce qu'on voit, et je rejoins ce que disait la générale, la position de Poutine vis-à-vis des Américains est aussi pour un peu plaire à Trump, pour permettre à Trump de gagner en interne, mais c'est parce que de la même façon, Poutine gagne auprès de Trump, qui a un peu cette ligne. Il a posé ses conditions, notamment cette question des Européens sur le terrain ukrainien, et il va voir aussi si Trump ne l'accepte pas. Et c'est ça un peu l'inquiétude aujourd'hui. Enfin, la Russie dit que s'il y aura des soldats de la paix déployés, elle va considérer ça comme une agression, comme un conflit armé direct. Tout à fait. Donc pour le moment, on en est là. Si, mais je n'arrive pas à vous comprendre. Vous avez dit, Poutine a dit si, mais oui, mais attendez. Il dit, c'est pas une paix à n'importe quel prix. C'est pas un cessez-le-feu à n'importe quel prix. On cesse le feu si il n'y a aucun soldat étranger sur le territoire ukrainien. Ça, c'est un point. De deux, il ne veut pas que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Ça, c'est deux. Et il ne, comment on appelle ça? Le troisième point est que les Ukrainiens déposent les armes. Point. Si ces trois conditions sont réunies, alors le cessez-le-feu est accepté. Mais, et puis vous dites non, parce que la fois dernière, il n'a pas fait. Mais il a toujours posé ces conditions-là. Si l'Ukraine continue de vouloir rentrer dans l'OTAN, moi, je vais toujours continuer à combattre l'Ukraine. C'est ce qu'il a dit. Donc, où est le problème?
Où est le problème? Ou bien vous jouez les aveugles. Bon, moi je ne comprends pas. Bon, si Poutine dit ne faites pas ça et vous continuez de le faire, moi je vais continuer à vous bombarder. Tiens, dans les autres. Pourquoi vous dites que non? Il fait semblant de vouloir cesser le feu et puis après il rebombarde. Mais quand on vous dit ne faites pas ceci et ne faites pas cela, est-ce que vous arriviez à pouvoir obéir à ça? Et vous continuez à dire non, ben, c'est, comment on appelle ça? La Russie n'est pas honnête, la Russie, on voit que vous êtes pro-Russie, pro-ukrainien. Alors, on va vous laisser continuer dans ça, dans vos erreurs, parce que vous n'allez pas pouvoir vaincre la Russie. Vous n'allez pas. On va finir ça parce qu'il reste dans 2 minutes, là, on va finir ça. On en est là et on va voir la réaction justement des Américains à ces conditions, notamment à cette question justement des Européens sur place en Ukraine. Alors justement, face à ça, il y a quand même une question qui se pose et que Poutine a posée pour une fois de manière relativement légitime. Oui. C'est si en effet il y a un cessez-le-feu à partir de demain, après-demain, peu importe, qui va s'assurer qu'on contrôlera ce cessez-le-feu? Qui va être garant de dire oui, en effet, il y a eu une trêve qui a été respectée, il y a eu un cessez-le-feu qui a été en effet parfaitement validé, ou de l'autre côté, non, il y a eu des abus. Écoutez la question de Vladimir Poutine. Comment seront traitées les questions de contrôle et de vérification? Comment les autres nous garantiront que les faits ne se reproduiront pas? Comment tout ceci pourra être contrôlé? Ce sont des questions de bon sens et ce sont des questions sérieuses. Qui donnera l'ordre de mettre fin au combat? Quel sera le prix de ces ordres? Imaginons, si les accords sont violés, il y a 2000 km de front. Qui va pouvoir déterminer quand et comment cela se produit? Qui va pouvoir déterminer quand et comment cela s'est produit? Chacun rejettera la faute sur l'autre. Toutes ces questions nécessitent une approche soigneuse d'analyse des deux côtés. Vous comprenez maintenant pourquoi Poutine ne veut pas rester. Olivier Kempf, là, les propos de Vladimir Poutine sont assez raisonnables. C'est-à-dire, il pose la question, de qui contrôlera la chose, finalement. Ça, il peut se la poser, les Ukrainiens se la posent, les Russes se la posent, tout le monde se la pose. Si vous voulez. N'est-ce pas? Il y a deux aspects dans votre question. Il y a l'aspect troupes européennes ou pas. Poutine, les Russes ont dit. Ça, ils sont contre. Et d'ailleurs, les Américains et Trump a dit, moi, pas de garantie. Souvenez-vous, quand Macron y a été il y a 3 semaines, justement demander une garantie américaine aux troupes européennes, Trump a dit non. Donc, au moins, visiblement, Moscou comme Washington sont d'accord sur le fait de ne pas mettre de troupes européennes. Au détriment... Excusez-moi, je voulais intervenir un peu parce que, bon... les Européens vont demander l'intervention des Américains par rapport à la force tampon qui va se mêler là, rentrer ici, sortir là, ainsi de suite. Mais vous avez foutaise. Vous avez foutaise. Vous les Européens là. Ça, c'est des foutaises même. C'est-à-dire que le monsieur, il s'y lève, il arrive à pouvoir trouver des accords, il arrive à pouvoir mener une diplomatie, réussir à mettre une trêve au combat et vous mettez au milieu là pour chercher à pouvoir négocier en fait que, ouais, on dise l'Europe a pu aider les États-Unis à pouvoir trouver la paix en Ukraine. Mais vous êtes malade. Trump n'est pas bête. Il ne va pas se laisser voler la vedette. Vous pensez que quoi? Voilà pourquoi il ne vous associe pas à sa négociation. Voilà, c'est ça le problème. Parce que vous êtes prêts à pouvoir venir dire non, mais bon, demain c'est vous qui dites non, on a fait ceci, on a fait cela. On ne va pas vous laisser. Trump ne va pas vous laisser. Trump n'est pas aussi bête. Trump ne fait rien pour rien. Vous comprenez? Donc, si lui, il est en train de négocier enfin qu'il y ait la paix en Ukraine, il va aller jusqu'au bout. S'il doit le faire, il va faire à sa manière. Voilà. Que veulent les Européens, mais c'est un autre sujet. Ah oui. En revanche, là, on n'est pas d'accord. C'est un autre sujet, un gros sujet. Je reviens à votre question sur la déclaration de Poutine. Comment est-ce qu'on fait contrôler pour contrôler ce cessez-le-feu? C'est pour ça que
ce débat sur le cessez-le-feu actuel et le oui mais, non, etc., est intéressant parce que même s'il ne va pas déboucher immédiatement, les Russes comme les Américains vont discuter des détails. Ils vont discuter des détails d'un cessez-le-feu aérien, des conditions, est-ce que, etc., combien de kilomètres, etc., d'un cessez-le-feu maritime, d'un cessez-le-feu terrestre, etc. Tout un tas d'aspects techniques qui font partie d'une négociation beaucoup plus globale, parce qu'on va parler à un moment des sanctions, on va parler des prisonniers, on va parler des orphelins, on va parler de tout un tas de choses à côté de la seule question des combats. Et tout l'enjeu des négociations dans lesquelles nous entrons, c'est d'avoir des réponses au moins partielles à tous ces sujets. Donc quand je dis que c'est une étape... Vous dites qu'on n'y est pas. Voilà. On démarre, et ça va prendre du temps. Et ça va prendre des semaines. Il faut être assez transparent. Il ne faut pas croire que c'est la semaine prochaine. Même un cessez-le-feu, même juste l'élément du cessez-le-feu, qui n'est qu'une partie, finalement, assez minime de grand accord, même ça va prendre des semaines à négocier. Sylvie Bermann, lors de son dernier discours, Vladimir Poutine a salué le travail de l'Afrique du Sud, de la Chine, de l'Inde, du Brésil, justement, pour la paix. Est-ce que cet hommage appuyé n'est pas une manière de dire, si on mettait en effet des troupes de ces pays des BRICS sur le terrain en Ukraine, ça pourrait finalement convenir, je pourrais accepter qu'il y ait des troupes étrangères? Oui, bien sûr, mais enfin ça c'est évident depuis le début qu'il ne peut pas avoir des pays qui considèrent non seulement comme inamicaux, mais comme ennemis et des membres de l'OTAN. Mais que des pays amis, ça va être compliqué aussi. Mais non, mais justement, la possibilité, c'est peut-être d'avoir une coalition de volontaires qui comprendrait les pays amis, et puis peut-être effectivement quelques pays européens qui feraient partie de cette mission. Mais les accords de Minsk, par exemple, ils étaient vérifiés par l'OSCE. Et l'OSCE faisait du notariat, en fait. Ils relevaient les violations du cessez-le-feu d'un côté comme de l'autre. D'ailleurs, il y en avait plus du côté russe, mais il y en avait aussi du côté ukrainien. Mais maintenant, l'OSCE a complètement disparu. Oui, il faut trouver une solution. Une instance pour vérifier. Michel Goya, mais pourquoi est-ce si difficile d'aboutir à un cessez-le-feu? Parce que je pensais naïvement que donc quand là on est en deux étapes, c'est-à-dire je pensais que on commence par un cessez-le-feu parce que c'est plus facile, parce qu'on peut y arriver peut-être plus rapidement, et ensuite on va dans le dur des négociations. Mais même le cessez-le-feu semble être difficile. Bien sûr, mais comme l'expliquait Olivier... Donc historiquement, c'est comme ça dans toutes les guerres. Bon, et puis je rappelle que, par exemple, la Corée, les négociations elles ont duré 2 ans. Il y a eu des combats pendant 2 ans avant qu'on fasse même simplement un armistice, enfin qu'il y ait un cessez-le-feu. Ça pourrait être le cas ici, là? On pourrait vraiment mettre des mois, voire des années? Des mois, possiblement, oui. C'est des années, je pense pas. Tant que Donald Trump ne se lassera pas, hein. Oui, ou Trump. Il ne faut pas oublier que Poutine, lui, il a le temps, en fait. Voilà, c'est ça. On va y venir. Alors que Trump est pressé. Voilà. C'est là, exactement. Maintenant, sur le cessez-le-feu lui-même, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des troupes. Je parlais de la Corée. Il n'y a pas eu de troupes d'interposition pour observer. Alors, il faut, techniquement, il y a une DMZ, c'est-à-dire que voilà. Une zone démilitarisée. Zone démilitarisée. On s'écarte de la ligne de contact. Voilà, on la neutralise d'une certaine façon pour éviter au moins qu'il y ait des accrochages et qu'on se tire dessus directement. Donc ça, ce serait peut-être un préalable. Ensuite, pour observer le cessez-le-feu, effectivement, des observateurs suffisent. Pour le reste, des bataillons de casques bleus, je veux dire, autant mettre des mannequins en bois. Ça va beaucoup moins cher. Oui, d'accord. Juste une remarque, du côté en Corée du Sud, il y a quand même 30 000 soldats américains. Oui, ils sont pas loin. Non, mais ils sont pas sur la ligne de contact. Ils sont pas loin. Ils là au moment des combats. Oui, mais ça, ils sont restés. Oui, mais ça suffit pour être dissuasif. Ah oui. Juste le préalable pour un cessez-le-feu qui soit un succès, c'est que l'agresseur ou celui qui envahisse s'arrête. On a un exemple réussi, le 3 mars 1991, cessez-le-feu entre les forces qui ont envahi l'Irak et les forces irakiennes. À partir du moment où les Américains, nous, on arrête de taper, en face, ils arrêtent de répondre, et ça s'arrête. Ouais. Il y a un cessez-le-feu le jour où les Russes arrêtent de tirer. Et si c'est compliqué de le faire au sol, faisons le cessez-le-feu aérien et maritime et naval tel que mais ça c'est abandonné, Xavier Titelman. Ça c'était l'idée de Zelensky et d'ailleurs de Macron, ça a été complètement abandonné. Les Ukrainiens ont accepté ce que leur ont demandé d'accepter les Américains. Donc c'est un cessez-le-feu qui n'est pas exclusivement, comme vous le disiez, maritime et aérien. Il est aussi terrestre. C'est bien la preuve. Quand ils l'ont proposé, Zelensky a dit faisons-le. Le soir même, la Russie a bombardé, a lancé plus d'une centaine de missiles sur l'Ukraine. Nous comprenons l'appel du président Trump pour que ces soldats soient traités avec des considérations humaines. Si j'ai bien compris, comment on appelle ça,
Dans tout ce cessez-le-feu, il manque maintenant les forces tampons. Il manque tant de travail à faire parce que ce cessez-le-feu, c'est pas que c'est déjà parti. Donc, jusqu'à présent, la Russie continue d'avancer. La Russie continue d'avancer parce que il n'y a pas encore les moyens nécessaires pour pouvoir s'interposer afin qu'il n'y ait pas de part et d'autre des tiraillements, des accrochages, et ainsi de suite. Et tout ça, c'est une diplomatie qui va prendre énormément de temps, comme on le disait sur les plateaux là-bas, énormément de temps, et pas moins de 3-4 semaines, hein, ça ira comme ça, jusqu'à ce que, ouais, il y ait quand même une résolution vraiment interposée. Et moi, je dis que c'est du gâchis. Ma conclusion sur cette histoire, c'est du gâchis. C'est du gâchis parce que ceux qui ont encouragé l'Ukraine à foncer, derrière cette histoire, il y a la vente des armes. Parce que, comme on le sait très bien, les détenteurs d'usines d'armes sont ceux qui poussaient l'Ukraine même à pouvoir continuer à se battre, sachant très bien que l'Ukraine ne pouvait pas tenir. À la suite de tout, ils ont eu à vendre ces armes, ils ont eu à vendre d'autres choses même qu'on ne sait pas. Parce que pour quelle raison, vous et moi, pour quelle raison on peut pousser un pays à massacrer son peuple jusqu'à ce point? Pour quelle raison? Parce que c'est un massacre, moi je dis c'est un massacre du fait que on connaît la Grande Russie, on connaît quel est son état d'esprit et on connaît quelle est sa position pour l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Et on sait qu'est-ce que Poutine a dit dès le départ. On sait quelle a été sa position dès le départ. Alors pourquoi autant encourager un pays, même s'il est souverain, même si c'est un pays indépendant, si c'est un pays qui a sa liberté d'expression, a tout ce qu'il veut, mais étant donné que on a en face, on fait frontière à une personne, on fait frontière à un groupe de personnes, avant de prendre des décisions, il faut jauger, il faut voir la géopolitique de la situation avant d'y mettre. Parce que c'est pas parce que la Russie ne veut pas que, comment dirais-je, l'Ukraine rentre effectivement. Même si l'Ukraine était en Afrique et qu'il rentrait, ça ne causait aucun problème à la Russie. Mais la Russie dit, du moment a toujours eu des prises de bec avec l'OTAN, je ne veux même pas que l'OTAN s'envoisine à ma porte, comment je peux appeler ça, à mon territoire. Donc, si l'Ukraine fait frontière, si l'Ukraine est à côté de la Russie, l'OTAN ne peut pas venir se mettre là, du fait qu'il dit, je ne veux pas ceux-là auprès de moi. Mais pourquoi l'OTAN s'entête à faire entrer la Russie, l'Ukraine? Pourquoi? Et tout ça, à la dernière minute, l'OTAN dit que l'Ukraine ne peut pas rentrer dans l'OTAN. C'est pourquoi j'ai dit c'est du gâchis. Parce qu'au début, tout cela avait encouragé l'Ukraine à combattre. Et même, il y a eu des militaires otaniens qui sont entrés en Ukraine. Pourquoi combattre? Tout ça pour ça.
C'est pourquoi je dis c'est du gâchis. Quel gâchis! Quel gâchis! Quel gâchis! Je vais m'arrêter là. La vidéo là a été très longue. Et puis bon, on va couper comme ça parce que non, c'est trop. Et on a une prochaine vidéo. Ciao, ciao.